Et on est parti. Alors, bonsoir à tous, bienvenue dans notre second atelier destiné à l'étude des impacts du Brexit sur le domaine des douanes. Merci à tous d'être présents ce soir, merci aux participants, merci aux intervenants et merci à nos partenaires, la Maison de l'Europe et de Haute-Bretagne, de Rennes et de Haute-Bretagne, pardon, le réseau EEN West, le Transmanche Development Group et le World Trade Center de Rennes. Alors pour ceux qui n'étaient pas là lors de notre première conférence, ce projet a été initié par Ophélie Tessier et moi-même, qui sommes étudiants au sein du magistère juriste d'affaires franco-britanniques de l'université de Rennes 1. Lors de notre mandat au bureau des étudiants, on a eu pour volonté de promouvoir l'accès à la culture pour les étudiants, mais aussi pour toutes les personnes intéressées par le sujet, dans ce contexte particulier lié à la crise du Covid. Pour ce faire, on s'est rapproché de monsieur Nicolas Bitti, qui nous a permis de bénéficier de son réseau et qui a directement appuyé notre demande, qui a permis de faire la jonction entre à la fois le monde étudiant et le monde professionnel, qui nous a permis de sortir de l'analyse théorique pour échanger avec des professionnels, avec des expertises diverses et variées. Donc, je tiens à le remercier ce soir. Je tiens aussi à vous préciser qu'une troisième conférence aura lieu le 21 avril sur le sujet du Brexit et des différentes normes, qu'elles soient alimentaires ou non alimentaires. Et je vais laisser Nicolas vous présenter les différents intervenants de ce soir pour cette conférence qui portera donc sur le Brexit et son impact sur le domaine des douanes. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Bastien. C'est bon, tu m'entends ? On m'entend ? C'est bon. Oui, c'est bon. Donc, c'est avec effectivement grand plaisir que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir pour 1h30 Pascal Buron-Fosbiaille et Philippe Bonafous de la Direction régionale des douanes en Bretagne, Louis-Marie Savy du cabinet Fidal, Isabelle Péan-Météro de l'aéroport Rennes-Bretagne, Xavier Aurez et Frédéric Clémevaux du groupe Morvan Fils et Corinne Wintner de la Brittany Ferries. Merci à vous tous d'être présents et de pouvoir donc partager avec nous votre expertise, vos expériences sur donc, les douanes et en ce contexte de Brexit. Pour information, le WTC, très vite fait, c'est une association à Rennes d'une centaine de membres et de partenaires du territoire bretilo-breton qui organise régulièrement des webinaires sur des sujets internationaux, dont certains sur le Royaume-Uni et la thématique Brexit. Nous avons d'ailleurs une initiative qui s'appelle le Transmanche Development Group. Bastien a remercié cette initiative d'ailleurs durant ses petits mots. Le lancement de ce groupe, de cette association maintenant, aura lieu le 18 mars à 10h30 en visioconférence en présence de son Excellence Matthew Lodge, ambassadeur de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en France. Oui. Et donc, nous avons également d'autres expertises au WTC, hein, pas que le UK, mais également d'autres pays comme l'Iran, le Québec, Canada, les USA et le Maroc. Mon rôle, c'est surtout de créer l'émulation et d'échanger et de faciliter les mises en relation entre entreprises souhaitant se développer à l'international. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à vous rapprocher de moi en fin de webinaire. Je voulais simplement également utiliser ma petite introduction pour une petite dernière chose. Le WTC Rennes-Bretagne se rapproche du milieu académique brétilien cette année, comme vous pouvez le constater avec cette conférence. Et je travaille notamment sur la mise en place d'un forum de recrutement d'étudiants internationaux en recherche de stage, un projet de mise en relation entre entreprises et étudiants internationaux du bassin brétilien, le World Career Opportunity Forum, et nous recherchons activement des entreprises prêtes à accueillir des étudiants étrangers en stage au printemps ou à l'été 2021. Donc, si vous souhaitez accueillir un étudiant étranger en stage, merci de m'envoyer par email vos souhaits ou offres de stage. Un dernier aspect technique, Bastien l'a mentionné, merci d'éteindre vos micros et d'utiliser le chat pour vos questions. Nous tâcherons d'y répondre en fin de webinaire. Merci beaucoup, Bastien. Et donc, je vais laisser la parole à nos premiers intervenants, Pascal Buron-Fosbiaille et Philippe Bonafous de la Direction régionale des douanes de Bretagne. Eh bien, bonjour à tous. Donc, il me vient l'honneur de commencer. Alors, je vais vous dire qu'on va travailler à deux voix. Je vais planter le décor et puis ensuite, Philippe précisera, ce sera un peu plus technique. Donc, je me permets de commencer et d'avancer les choses doucement. Alors, première conséquence du Brexit, eh bien, c'est le rétablissement des formalités douanières.
Et déjà, je vais faire un premier aparté, c'est que bien souvent, on assiste à une confusion entre la notion de formalité douanière et de contrôle douanier. Et au 1er janvier 2021, vous avez dû entendre de manière effrénée les journalistes et même les grands journalistes vous dire qu'au 1er janvier, il y avait rétablissement des contrôles douaniers. Eh bien non, ce n'est pas le rétablissement des contrôles douaniers, c'est le rétablissement des formalités douanières. Alors, quelle différence entre les deux? Eh bien, les fondamentales. Les formalités douanières, elles sont obligatoires. Les contrôles douaniers sont aléatoires en fonction d'une analyse de risque. Donc, clairement, qu'est-ce qui s'est passé au 1er janvier 2021? Ce n'est pas les contrôles douaniers qui ont été mis en place. On a toujours eu la possibilité de contrôler sur l'ensemble du territoire. La grande différence, c'est que la libre circulation des marchandises a disparu avec une obligation de déposer une déclaration en douane. Et accord ou pas accord, ça ne change rien. Cette obligation déclarative, elle est obligatoire et elle n'est pas amenuisée par un accord. Donc, bien évidemment, la douane a évolué depuis la mise en place du grand marché intérieur et maintenant, toutes les déclarations en douane sont sous forme dématérialisée. Mais c'est une obligation. Donc, au moins, si vous avez quelque chose à retenir de notre intervention, eh bien, ne faites pas l'erreur que font beaucoup de personnes de mélanger la notion de formalité douanière et de contrôle douanier. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, il faut savoir que la majorité, pratiquement entre 95 et 98% du trafic est dédouané sans contrôle physique douanier. Donc, ça vous donnera une notion, ça mettra un petit peu, rétablira un petit peu les choses. C'est important. Donc, pour en revenir à ce qu'on vous disait au départ, 1er janvier 2021, les flux en provenance du Royaume-Uni sont devenus des flux tiers. Donc, les formalités douanières et sanitaires sont rétablies. Pour autant, rien ne s'arrête. Nous sommes dans un développement avec un commerce international. Le commerce international avec les pays tiers n'a cessé de se développer au cours des dernières années. Donc, nous ne sommes pas sur un obstacle insurmontable, bien évidemment. Et je voulais vous préciser qu'entre eux, je vous ai dit tout à l'heure que les déclarations, elles se faisaient sous forme dématérialisée. Eh bien, il faut savoir qu'en moyenne, titre général, entre le moment où l'opérateur appuie sur le petit bouton pour valider sa déclaration en douane et le moment où, en retour, il a une réponse des autorités douanières comme quoi il peut disposer de sa marchandise, eh bien, en Bretagne, ces opérations sont réalisées en moins de 2 minutes. Donc, on voit bien ici que le fait de passer avec une obligation déclarative n'est pas un frein au développement du commerce international. Alors, particularité avec le trafic de la Manche, donc sur toute la façade de Manche Atlantique, c'est que dans le rétablissement de cette frontière maritime, on a un temps de trajet qui est extrêmement court entre le Royaume-Uni et la France. Alors, si on avait laissé les choses en l'état, on se serait bien évidemment retrouvé avec un problème de saturation des ports à l'arrivée, puisqu'il aurait fallu à ce moment-là déposer les déclarations en douane, même de manière informatique. Vous imaginez bien le camion qui arrive au port, le dépôt de la déclaration en douane, et même si ça dure que 2 minutes, multiplié par le nombre de camions, ça devient quelque chose d'extrêmement difficile. Et là, la Direction générale des douanes a anticipé le Brexit et mis en place un système informatique révolutionnaire qui est le système informatique Brexit, ou qui est également appelé frontière intelligente. Quel est ce dispositif? Eh bien, il permet d'anticiper les obligations déclaratives, ça veut dire que les déclarations en douane qui sont déposées sous forme dématérialisée, le traitement se fait pendant le transport des camions, pendant le passage entre le Royaume-Uni et la France. Et à l'arrivée en France, eh bien, miracle, le camion sait immédiatement si il peut disposer de sa marchandise ou si il doit bénéficier d'un contrôle physique douanier ou sanitaire. Donc, l'avantage, c'est qu'à l'arrivée, eh bien, vous avez une grande partie du flux qui peut continuer sa route. Donc, ce système
informatique Brexit, ce SI Brexit ou cette frontière intelligence, je n'irai pas plus loin puisque je laisserai, je vous ai dit, je vous plante le décor et je laisserai Philippe développer cette avancée extrêmement importante. Premier constat depuis le 1er janvier 2021, que s'est-il passé au 1er janvier 2021? Eh bien, en fait, pas énormément de choses parce que le trafic a été extrêmement faible au 1er janvier 2021, sans doute parce qu'un certain nombre d'entreprises avaient fait du stockage de marchandises au mois de novembre et au mois de décembre, et puis surtout, les entreprises étaient un peu dans l'attentisme. Néanmoins, les choses se sont développées au fur et à mesure du mois de janvier. Ce que l'on constate, c'est qu'on a une prépondérance des déclarations d'exportation, beaucoup moins d'importation et surtout un développement à l'importation du trafic en provenance de l'Irlande. Premier constat également, une très bonne préparation des entreprises qui étaient déjà concernées par l'activité internationale. Elles se sont bien préparées. Un très bon fonctionnement de notre système révolutionnaire SI Brexit. Donc, comme vous avez pu le constater, on n'a pas eu de blocage à la frontière. Les journalistes étaient prêts à filmer tous les camions bloqués à la frontière. Il n'y en a pas eu, ce qui prouve qu'on était quand même bien préparés. Et ça, c'est les points positifs. Les points négatifs, eh bien, on s'en doutait un peu. Il y a un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas anticipé le Brexit et qui se sont retrouvés en difficulté avec des représentants en douane. Alors, je précise tout de suite, ce n'est pas le cas en Bretagne, mais des représentants en douane qui n'avaient pas forcément une offre adaptée pour ces entreprises néophytes qui étaient en difficulté. Donc, également, ce qui est extrêmement important, un Brexit qui n'avait pas été anticipé du côté britannique. Alors ça se trouve flagrant au niveau d'un certain nombre de structures douanières qui n'existent pas du côté britannique et qui font défaut, ou des opérateurs, justement des transitaires, des RDE, qui ne sont pas présents. Et puis des entreprises qui sont des entreprises britanniques, qui sont les fournisseurs de nos entreprises bretonnes et qui elles-mêmes ne sont pas préparées. Donc, autre constat, un impact sur le coût des opérations, d'autant que le Covid, ce qu'on n'avait pas prévu, c'était le Covid, qui a été un élément particulièrement impactant pour ce Brexit, puisque un certain nombre de flux n'ont pas été présents, et notamment en ce qui concerne la Bretagne. Donc, ce qui a obligé un certain nombre d'entreprises à passer par les ports normands ou des Hauts-de-France, d'où un impact. Et puis, les difficultés spécifiques du secteur de la pêche, mais je n'y reviendrai pas puisque c'était l'objet du premier webinaire. Alors, qu'a fait, je vous ai parlé de l'anticipation par la Direction générale des douanes. Pour autant, la Direction régionale de Bretagne a cherché également à anticiper et à accompagner les entreprises bretonnes. Donc, il y a eu je ne sais plus, je crois, 19 réunions d'entreprises au cours des 2 dernières années avant le Brexit. Des réunions qui se sont faites avec la DRAF pour évoquer également les évolutions sanitaires sur ce trafic. Et puis, ce que nous avons fait également cet été, nous avons contacté individuellement par téléphone milliers d'entreprises bretonnes qui commercent avec l'Angleterre pour les informer des formalités douanières, des adaptations qu'elles devaient faire également en matière logistique. Depuis le 1er janvier, la cellule conseil des entreprises que dirige Philippe Benafous, entre autres, a apporté son soutien aux entreprises qui pouvaient se trouver en difficulté, qu'elles dédouanent en Bretagne ou dans d'autres parties du territoire. Toutes les entreprises bretonnes pouvaient et peuvent toujours frapper à notre porte. Et nous avons essayé de les aider, de les aider dans cette échéance. De la même façon, nous avons demandé à cette cellule conseil des entreprises de reprendre contact avec les entreprises que nous avions contactées cet été pour voir quelles étaient leurs difficultés et continuer à leur permettre de bien franchir ce cap. Voilà pour cette introduction et puis je laisse la parole à Philippe.
Pascal, oui, on peut rester sur le premier slide, hein. Je vais faire juste une petite introduction pour expliquer. Donc, je suis l'adjoint de Pascal sur la partie action économique. Donc, action économique, peut-être bien loin de l'image traditionnelle que vous pouvez avoir du douanier, qui peut aller jusqu'au douanier qui va gâcher votre retour de vacances. Donc, l'action économique, c'est une priorité pour nous parce que le soutien aux entreprises qui vont sur les marchés internationaux, c'est un enjeu majeur pour la douane. Il s'agit donc de faciliter, d'accompagner, de sécuriser surtout tout ce qui est commerce légal. Commerce légal, donc en proposant donc toute une série de mesures qui vont faciliter, on va labelliser des opérateurs. Alors, parmi les participants ce soir, il y a des opérateurs labellisés, bon, ils pourront vous en parler, et offrir surtout toutes les facilités douanières, facilités comptables, de trésorerie, que permettent les dispositions de la réglementation. Alors, je précise bien, vous êtes des juristes, donc c'est très intéressant. Je suis content d'intervenir devant des juristes parce que on ne travaille que sur un cadre communautaire. Notre quotidien en matière de réglementation douanière, c'est exclusivement le Code des douanes de l'Union européenne, Code CDU, donc Code des douanes de l'Union. Donc voilà. Alors, si j'arrive à vous convaincre, vous allez être juriste d'affaires, vous allez travailler dans le monde de l'entreprise, faire du conseil, qu'un dédouanement bien anticipé, bien préparé, c'est la clé à un dédouanement réussi, ça évite tout blocage, toute mauvaise surprise. Déjà, ça sera important parce que bon, le dédouanement est assez compliqué, ça ne peut pas s'improviser. Bon, je vous parlerai un tout petit peu de l'accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni. Donc, ayez ça en tête. On dispose dans toutes les directions régionales des douanes d'une cellule conseil aux entreprises qui est là pour vous accompagner, pour vous aider, et tous nos conseils, tous nos accompagnements sont gratuits. Et on voit très bien, comme l'a dit Pascal, que le Brexit est peut-être le meilleur exemple de ce que nous pouvons apporter aux entreprises en termes d'accompagnement, d'aide, pour éviter toute difficulté. Donc, premier focus, frontière intelligente, une réponse inédite à une situation inédite. Donc, c'est vraiment une nouveauté. On est sur la frontière du XXIe siècle. Le contexte, c'est un point de passage très particulier sans équivalent. Les temps de traversée sont courts, notamment dans les Hauts-de-France. Il s'agit essentiellement, donc, paradoxalement, le Royaume-Uni est uni, mais de trafic routier, c'est-à-dire des chauffeurs qui montent à bord des camions, qui vont monter à bord des navettes ferroviaires et des ferries. Et avant le Brexit, forcément, marché intérieur, il n'y avait aucun arrêt au débarquement. Donc, un camion qui est embarqué à Douvres, débarqué à Calais, Dunkerque, Saint-Malo, Roscoff, continuer sa route, libre circulation des marchandises oblige. La particularité aussi, c'est 5 millions par an de camions qui transitent, donc qui passent par les 9 points de passage français, donc les grands ports qui figurent sur la carte. Donc forcément, les installations portuaires et le tunnel n'étaient pas du tout aménagés pour faire face à un tel trafic, s'il avait fallu arrêter les moyens de transport pour chaque dédouanement de marchandises. Donc il a fallu trouver une solution vraiment innovante qui permette de réaliser les formalités tout en garantissant évidemment l'application de la réglementation. Comme je le disais, on est dans un cadre communautaire, donc on est tenu d'appliquer la réglementation communautaire du Code des douanes de l'Union. Donc le principe qui a été retenu, le grand principe de cette frontière intelligente, c'est de n'arrêter à la frontière que les moyens de transport pour lesquels il y a des formalités particulières à faire, souvent des formalités sanitaires par exemple. On va parler de l'accord, mais dans l'accord, il n'y a rien sur le volet sanitaire, c'est-à-dire une marchandise périssable, une marchandise donc, destinée à la consommation humaine, par exemple, va passer au contrôle vétérinaire avant d'être dédouanée. Et on va arrêter uniquement les camions qui sont sélectionnés pour un contrôle. Ça, on a bien insisté parce qu'elle a bien dit, on fait la différence entre la formalité qui va être systématique et le contrôle qui va être vraiment très ciblé. Pas la peine de bloquer un camion si on n'a pas décidé de le contrôler. Donc, on a fait un gros travail avec les compagnies maritimes en se basant sur l'existant. L'existant, quel est-il? Un camion, il va s'arrêter à l'embarquement. Avant d'embarquer sur un ferry, il va s'enregistrer au guichet de la compagnie maritime. Et en revanche, au débarquement, il ne s'arrête pas. Donc, 3 principes. L'anticipation des formalités. Concrètement, une déclaration en douane qui est dématérialisée, elle va être faite avant même que le camion n'embarque sur le ferry. Je prends un exemple, donc un ferry qui part de Plymouth pour arriver jusqu'à Roscoff. La déclaration d'importation en France, c'est parfois difficile à faire comprendre, mais elle est faite avant même que la marchandise n'ait quitté le port de Plymouth. Donc c'est une déclaration anticipée qui va être validée, c'est-à-dire signée électroniquement pendant la traversée, ce qui va nous permettre à nous, douaniers, de faire notre ciblage. Et avant de débarquer à Roscoff, le chauffeur du camion, il sera sur un tableau sur son smartphone, s'il est en file verte, c'est-à-dire il poursuit sa route comme actuellement, ou s'il est sélectionné pour aller sur un parking déporté pour un contrôle douanier ou un contrôle sanitaire.
C'est basé sur l'identification du moyen de transport. Concrètement, comment ça marche? La déclaration en douane d'importation génère un code barre qui va être scanné par la compagnie maritime et qui va faire un lien avec la plaque d'immatriculation du moyen de transport. Donc quelque chose de relativement simple, mais tout aussi intelligente soit-elle, cette frontière, il faut que tous les acteurs de la chaîne logistique jouent le jeu. Si au lieu de scanner le code barre de la déclaration, vous scannez le QR code d'un test Covid, ça ne marchera pas forcément. Alors je dis ça, c'est pas un exemple d'école, c'est un exemple que nous avons rencontré. Mais petit à petit, ça se normalise et ça marche très bien. Et l'automatisation donc de la gestion et de l'orientation des flux, ce système-là, qui s'appelle SI-Brexit, système d'information Brexit, c'est un système de gestion des flux, d'orientation des flux, pour qu'à l'arrivée, les camions qui ne font pas l'objet de contrôle poursuivent leur route. Donc voilà comment marche très rapidement la frontière intelligente. À l'exportation, bon là aussi vous êtes juriste d'entreprise, certains d'entre vous fiscalistes. L'enjeu à l'exportation, c'est le justificatif de sortie pour pouvoir justifier une vente hors TVA. Ça marche de la même manière, un code barre qui est scanné au moment de l'embarquement sur le ferry et automatiquement, ça génère un justificatif de sortie qui pourra être produit comme justificatif auprès des administrations fiscales. Donc voilà. Mais évidemment, chaque acteur de la chaîne logistique doit jouer son rôle depuis la compagnie maritime jusqu'au chauffeur du camion. Deuxième focus que je voulais faire, donc c'est l'accord de commerce et de coopération. Ça, je pense que vous en avez entendu parler, c'est un élément essentiel. Donc, puisque l'Union européenne et le Royaume-Uni ont signé un accord de commerce et de coopération le 24 décembre 2020, il est entré en vigueur de manière provisoire au 1er janvier. Provisoire parce qu'il doit encore être ratifié par le Parlement européen. Il est provisoire jusqu'à fin avril, en fait. Alors, le libellé est très important parce qu'on parle de coopération douanière et la coopération douanière, elle est très, très poussée dans les différents domaines, donc tout ce qui est programme de labellisation, opérateur économique agréé, pour ceux qui connaissent, assistance sur le recouvrement en matière de droits de douane, de TVA, lutte contre la fraude. Donc, vraiment une coopération très, très poussée. Mais l'élément majeur de cet accord, c'est qu'il permet, sous certaines conditions, donc, de pouvoir bénéficier d'une exonération totale de droits de douane, donc, quels que soient les produits. Donc, ça c'est vraiment très, très important. Accord inédit compte tenu de l'intensité des échanges, parce que nos relations avec le Royaume-Uni, on sait très bien que la crise sanitaire a généré une chute des échanges internationaux en 2020, mais malgré tout, notre excédent commercial avec le Royaume-Uni, il est de 10 milliards d'euros. Donc, ce qui est très important, 27 milliards pour les exportations. Et les principaux secteurs, ce sont des secteurs qui peuvent générer des droits de douane importants. C'est pour ça que l'accord à zéro droit de douane est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, les secteurs, c'est l'automobile, l'aéronautique, les boissons, la parfumerie, les cosmétiques. Voilà les principaux secteurs avec lesquels on travaille avec le Royaume-Uni. L'enjeu vraiment important pour les entreprises bretonnes, 400 millions d'euros d'excédent, donc c'est important, avec un poids très important du secteur agroalimentaire, donc nos exportations de ce secteur. C'est un accord, comme c'est marqué sur la diapo, conclu avec un ancien État membre de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment effectivement une nouveauté négociée en un temps record, parce que l'Union européenne négocie des accords de coopération, de libre-échange régulièrement, mais un accord de libre-échange, parfois, il faut 7-8 ans, voire 10 ans pour le conclure. Là, il a été vraiment négocié en un temps record. Il prévoit l'absence de droits de douane et de quotas dès l'entrée en vigueur de l'accord. Ça aussi, c'est une nouveauté. Il n'y a pas de démantèlement progressif, comme c'est le cas dans les autres accords. Donc, pour résumer, notre action, en fait, au niveau douane, elle est très orientée sur les explications à donner aux entreprises, sur les conditions pour obtenir cette exonération totale de droits de douane. Parce que forcément, c'est sous condition. Donc, comment vérifier le respect des règles d'origine, comment solliciter une préférence tarifaire et comment justifier que le produit peut bénéficier de cette origine préférentielle. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous donner un exemple. J'ai mis sur la slide suivante. Un exemple, un accord de coopération, c'est à peu près 1500 pages. 1500 pages et des pages comme celles que j'ai mises à l'écran, il y en a une centaine, ce sont des annexes en fait. Un accord de coopération sont des règles d'origine en fait, pour chaque produit. Alors là, j'ai mis un exemple d'une production bretonne. Admettons, je suis producteur breton, je produis des yaourts. Est-ce que si je vais les vendre à un client au Royaume-Uni, est-ce qu'il va pouvoir bénéficier de l'origine préférentielle, c'est-à-dire ne pas payer de droits de douane à l'arrivée? Et je suis obligé pour chacun des produits d'aller voir en fonction de son classement dans une nomenclature douanière. Là, vous voyez 0401, c'est une nomenclature donc internationale au niveau de l'Organisation mondiale des douanes.
Donc, par exemple, mes yaourts, si je veux les vendre sans droit de douane au Royaume-Uni, il faut que toutes les matières du chapitre 4, alors chapitre 4, ce sont les produits laitiers. C'est vrai que lu comme ça, c'est de l'hébreu, mais ce sont les produits laitiers. Donc, si je fabrique des yaourts avec du lait qui vient d'Ukraine, ça ne sera pas bon. Je ne pourrai pas le vendre en exonération de douane. Et que le poids total des matières non originaires de certaines positions tarifaires, là, dans l'exemple 1701, c'est du sucre, ne dépasse pas 20% du poids du produit. 20% de sucre, ça serait beaucoup dans un yaourt, mais bon, voilà, c'est la règle. Et pour chaque produit, vous voyez le rôle que peut jouer la douane pour accompagner les entreprises. On est extrêmement sollicité sur ce détail de règles parce que tous les produits obéissent à des règles différentes, des règles de fabrication, pour pouvoir faire bénéficier un client d'une origine préférentielle. Donc, voilà pourquoi l'accompagnement de la douane me paraît essentiel. Alors très rapidement, parce que sinon je vais dépasser le temps, pour terminer, un dernier focus sur l'Irlande du Nord. Là aussi, vous êtes des juristes, donc c'est un sujet assez intéressant. Je n'entrerai pas du tout dans les considérations politiques. Vous avez eu de la presse relayer beaucoup les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, donc ce n'est pas mon propos ce soir. Alors, l'Irlande du Nord, c'est très particulier parce que l'accord de commerce et de coopération, je vous disais qu'il fait 1500 pages, vous ne trouverez rien dedans sur l'Irlande du Nord, inutile de le lire jusqu'au bout si vous cherchez des informations. En fait, cet accord, il fait l'objet d'un suivi particulier par un comité spécifique. C'est vraiment très, très particulier. Donc, vraiment, pour résumer, jusqu'au 31 décembre 2024, l'Irlande du Nord va appliquer certaines règles du droit de l'Union européenne. C'est très particulier parce que il ne fallait pas créer une frontière physique entre les deux Irlandes, tout en gardant un statut de territoire douanier du Royaume-Uni. Donc, vous voyez, pour les juristes, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, concrètement, sur cette période transitoire, au moins jusqu'en 2024, l'Irlande du Nord est soumise aux règles de l'Union européenne. Concrètement, une marchandise qui va circuler entre l'Irlande du Nord et le reste de l'Union européenne va circuler librement, comme auparavant. Elle est en libre circulation. Mais en contrepartie, l'Irlande du Nord s'est engagée à faire des contrôles et à contraindre toutes les marchandises à avoir accompli des formalités pour l'importation en appliquant les règles du Code des douanes de l'Union. Donc, vous voyez, on est sur un système assez compliqué. Mais concrètement, une marchandise qui est rentrée en Irlande du Nord, elle va après circuler tout à fait librement, dans les mêmes conditions qu'un marché intérieur, au niveau de l'Union européenne. Tout ça pour éviter cette frontière physique. Cas particulier, le Land Bridge, on en parle beaucoup parce que le circuit logistique traditionnel pour les produits qui étaient fabriqués en Irlande, c'était souvent traversée du Royaume-Uni, donc traversée du Royaume-Uni et du Royaume-Uni Douvres-Calais. Donc dans ce cas-là, on va utiliser un régime qui s'appelle le transit. Là, il y aura une formalité douanière. Ce qui explique qu'on a pas mal de flux maintenant directs, les filières logistiques s'adaptent pour créer des lignes maritimes directement de l'Irlande sur l'Union européenne et tout particulièrement sur la France. Voilà, j'arrête là pour ne pas dépasser le temps de parole et évidemment nous sommes ouverts à toute question, à toute réponse aux questions qui pourront être posées. Très bien, merci beaucoup pour cette riche entrée en matière. On va maintenant laisser place à Louis-Marie Savy du cabinet Fidal, juriste en droit douanier et contribution indirecte. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'administration douanière pour cette introduction très complète qui mange presque une petite partie de la mienne. Et donc, du coup, on va essayer de coller au mieux. Donc, pour ceux qui ont un tout petit peu décroché, on a bien compris que le sujet, c'était bien le Brexit, d'accord? Donc, la sortie du Royaume-Uni de l'Union douanière européenne. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec la rupture entre la famille royale d'Angleterre et Meghan et Harry. Voilà. Et vous l'aurez compris, je ne suis pas non plus Oprah Winfrey. Donc, les deux premiers réflexes à bien avoir, vous avez bien compris l'administration douanière, ça vous a été répété plusieurs fois. Formalité douanière, c'est systématique. Par contre, les contrôles douaniers sont aléatoires. Moi, je vais compléter un tout petit peu ces deux premiers points avec les trois principes de la douane. Alors, je suis un tout petit peu à part en fait comme intervenant. Je suis juriste au sein du cabinet d'avocats Fidal, mais je ne suis pas juriste de formation. Moi, je suis un ancien commis déclarant en douane, commissionnaire en douane. Donc, en fait, j'ai toujours travaillé avec les douaniers, mais en établissant les formalités douanières, justement, dont on parlait, et en gérant notamment les contrôles douaniers. Donc, j'ai un point de vue quand même vraiment pratique. Donc, pour revenir très rapidement sur ces trois grands principes de la douane, facile à retenir, vous avez l'espèce,
l'origine dont on a déjà un tout petit peu parlé, et la valeur. Donc, l'espèce, on parle de la nomenclature douanière. Voilà. On va vous donner un exemple. Le vin, ce sera toujours du 22,04. Qu'on aille aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Chine ou en France, ce sera toujours du 22,04 à partir du moment où on parlera de vin. D'accord ? Lorsque Donald Trump prend la décision de mettre en place des droits de douane sur le vin, il taxe le 22,04. Et lorsque la nouvelle administration américaine décide de suspendre ces taxes-là, ils suspendent le 22,04. Donc, c'est très important, en fait, d'avoir la bonne nomenclature douanière de votre marchandise. Deuxième point, donc espèce. Deuxième point, c'est l'origine. Origine qui est à dissocier de provenance. Et là, il faut que ce soit hyper clair, c'est-à-dire que l'origine, on parle de la nationalité du produit. Concrètement, si moi, je vais en Suisse demain et que je vais me faire couper les cheveux parce qu'ils sont trop longs, ce qui est le cas, et que je reviens en France ensuite, je n'aurai pas changé de nationalité pour autant. C'est pareil pour l'origine. Ces règles d'origine, alors je vais vous donner un autre exemple. J'ai eu une entreprise qui est venue vers moi et qui exporte des fruits secs vers le Royaume-Uni. Les fruits secs sont par la suite intégrés à des céréales. Donc voilà. Les fruits secs, en l'occurrence, on va parler de fraises, sont importés du Maroc. La question, c'était finalement, est-ce que la fraise pleine, normale, le fruit importé du Maroc, déshydraté en France et exporté vers le Royaume-Uni, le fait de déshydrater est finalement une transformation suffisante pour délivrer la nouvelle nationalité, la nouvelle origine du produit. Et nous, notre travail en tant que cabinet d'avocats, ça va être effectivement d'aller dans l'accord, dans les détails de l'accord du 24-12, et de regarder finalement dans les annexes quelles sont les règles. Alors, on a rapidement parlé de la règle sur le yaourt tout à l'heure. Là, typiquement pour les fruits, comme ça vous le saurez et vous pourrez le placer dans un dîner, pour les fruits, le produit doit être entièrement obtenu dans l'Union européenne, dans l'Union européenne, d'accord ? Donc, le fait de faire venir des fruits du Maroc pour les déshydrater et ensuite les réexporter ne permet pas de faire bénéficier d'une origine préférentielle. Donc, taxation, et en l'occurrence, 6% de droits de douane sur l'importation des fruits au Royaume-Uni. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les conséquences, d'une manière très pratique pour les entreprises, vont aller jusqu'à parfois réenvisager des schémas d'approvisionnement. Peut-être qu'il va mieux falloir finalement se fournir en fraises en Espagne ou en Italie plutôt qu'au Maghreb. Pourquoi ? Pour les exportations. Souvent, on cible avec le Brexit uniquement les flux Royaume-Uni, Union européenne. Là, il faut bien prendre en compte que finalement, même nos approvisionnements au niveau des flux internationaux peuvent être impactés. Et là, c'est l'exemple tout bête avec les fraises séchées. Voilà. Et ce qui m'emmène en fait finalement au troisième point, la valeur. On paye les droits de douane sur ce qu'on appelle la valeur en douane aujourd'hui dans l'Union européenne. Cette valeur en douane, tout le monde a titré, tous les journaux ont titré pas de droit de douane, pas de quota. Sauf que c'est faux. C'est-à-dire que c'est pas de droit de douane, pas quota, à condition d'être capable de prouver l'origine. Si on a une origine Union européenne, si on a une origine UK, on n'a pas de droit de douane, pas de problème. Par contre, dès que vous avez une origine non Union européenne, vous n'avez plus l'origine préférentielle et donc il faut appliquer des taxes, des droits de douane et des taxes éventuelles. D'accord ? Voilà. Donc, pour rappel, en frontière, vous avez un représentant en douane. Avant, on les appelait les commissionnaires en douane. Je suis plutôt de la vieille école, je préfère le terme commissionnaire, mais bon, le nouveau code des douanes de l'Union a introduit la notion de représentant en douane enregistré. En fait, c'est des intermédiaires qui très souvent, en fait, vont établir ces fameuses formalités douanières. Donc, ils ont un rôle à l'import de collecteurs d'impôts. D'accord ? Et ça, c'est un critère qui est important. Parce que finalement, c'est eux qui, via la déclaration en douane à l'importation, vont payer droits de douane, taxes éventuelles et TVA. Okay ? Donc, il est important de porter une attention toute particulière au choix du bon représentant en douane enregistré. Pourquoi ? Alors, moi, je vous l'ai dit, j'ai un parti pris parce qu'en fait, je suis un ancien commissionnaire en douane. Mais il faut bien comprendre que ces personnes qui établissent les formalités douanières pour votre compte ont des rôles de collecteurs d'impôts. Voilà. Et donc, du coup, il est important de vérifier
qui paye le bon montant de l'impôt. Si on est dans une position d'acheteur, il est important de vérifier que le prix de revient de son produit, il est calculé justement avec un droit de douane le plus précis possible. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut vraiment, et aujourd'hui malheureusement au niveau du marché, on a tendance trop souvent, les entreprises ont trop souvent tendance à sous-traiter complètement auprès du représentant douane les formalités douanières. C'est lui qui s'occupe de tout, et malheureusement, il faut réussir à intégrer, les entreprises doivent intégrer le fait qu'il faut avoir un contrôle du travail du représentant en douane enregistré. Encore une fois, c'est un collecteur d'impôts. Il paye les impôts pour votre compte, d'une part, et d'autre part, s'il y a un problème, c'est votre responsabilité qui sera engagée. Voilà. Donc, ces deux éléments-là sont vraiment très importants. D'accord. Donc, vous avez bien compris que concrètement pour les entreprises, ça va générer finalement des coûts supplémentaires. Formalités douanières de part et d'autre de la frontière. Donc, il y a les honoraires en fait des formalités douanières du représentant en douane enregistré. Il y a les droits de douane qui ne sont pas systématiques en fonction de l'origine. Et il y a des taxes éventuelles et de la TVA de principe. D'accord? Donc, premier réflexe que moi je donne finalement aux entreprises, c'est que jusqu'à présent, il faut comprendre que ces formalités douanières, c'est au flux. D'accord? Vous avez 10 flux, vous avez 10 formalités douanières. Vous avez un flux, vous avez une formalité douanière. Eh bien, tout simplement, un des premiers conseils finalement qu'on apporte, c'est de regrouper les flux. En passant de 10 à 1, on limite le nombre de contrôles possibles, voilà, dont évoquait l'administration tout à l'heure, et on va permettre effectivement de massifier les flux et donc de faire des économies d'échelle au niveau du coût des formalités douanières, à proprement parler. Deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est les mécanismes d'optimisation. Alors, j'ai des exemples assez concrets là-dessus. Ce n'est pas nouveau, c'est des systèmes qui existent d'ores et déjà. Moi, je gérais auparavant en propre ou pour le compte de mes clients. Et donc, du coup, ils peuvent être utilisés, voire facilités avec le Brexit. Le premier qui me vient à l'idée, c'est l'autoliquidation de la TVA. Vous avez compris que quand une marchandise est importée, on paye des droits de douane, des taxes éventuelles et de la TVA. Cette TVA peut être autoliquidée lors de l'importation. Ça, c'est des mécanismes fiscaux qui sont très utiles et qui permettent finalement d'alléger la charge financière en payant 20% de la valeur de la marchandise lors de l'entrée de la marchandise. Vous voyez bien, lorsque vous importez, par exemple, du Martinique ou de la Guadeloupe ou du whisky écossais en Europe, à partir du moment où vous êtes obligé de payer lors du passage en douane 20% de la valeur du conteneur, ça représente des sommes colossales. L'autoliquidation permet de simplifier ces éléments-là. Et là, à ce titre-là, je tiens à remercier effectivement l'administration douanière, puisque les conditions qui étaient auparavant assez strictes sur l'octroi de l'autoliquidation de la TVA, aujourd'hui ont été allégées pour simplifier justement les importations. Donc, c'est un élément qui est important et qui mérite d'être soulevé. Deuxième élément, c'est les régimes douaniers économiques. Je vais vous donner 2 cas concrets qui sont tombés la semaine dernière pour moi. Donc, c'est vraiment à chaud. Pardonnez-moi. Le premier, j'ai un client qui fait de l'embouteillage. Il importe en fait d'Argentine, d'Amérique du Sud en gros, du vin en vrac. Il l'embouteille en France et ensuite il le réexporte vers le Royaume-Uni. Vous avez des droits de douane à l'importation sur le vin. D'accord? Donc, ça représente à peu près 6% par bouteille. Vous avez du coup 6% par bouteille qui sont payés lors de l'importation dans l'Union européenne et ensuite à nouveau 6% lorsque le vin est introduit au Royaume-Uni. Donc, in fine, là où avant, ils payaient 6% par bouteille avant la mise à la consommation sur le marché UK, maintenant, ils payent 12%. Ok? Je suis désolé, j'ai la voix qui est un peu cassée. 2 secondes. Donc, vous comprenez bien que l'intérêt de mon client, là, c'est qu'il passe de 6 à 12% de droits de douane donnés d'une part auprès de l'Union européenne et d'autre part auprès du UK. Il existe un régime d'entrepôt douanier. Ce régime d'entrepôt douanier ouvre la possibilité à un reconditionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en utilisant ces régimes douaniers économiques, on peut importer
une marchandise pour la reconditionner à condition de la réexporter vers le Royaume-Uni ensuite. Ça nous évite d'avoir à payer 6% de droits de douane par bouteille. Et sur des millions de bouteilles, l'enjeu, il est colossal pour mon client. Donc voilà, vous voyez, typiquement, en fait, dans ce cas-là, on utilise un régime douanier économique d'entrepôt douanier pour reconditionner une marchandise qui, de toute façon, va être exportée vers le Royaume-Uni. Deuxième cas, et là, pour le coup, ça parlera un peu plus que l'alcool, on va passer dans le monde des voitures. J'ai un client qui a une voiture qui a couru les 24 heures du Mans, il y a de ça une quinzaine d'années. La voiture vaut, on va dire, 1 million d'euros. L'importation d'une voiture pour une exposition, parce qu'en l'occurrence, elle va être exposée en France, on est effectivement sur une importation standard à 10% de droits de douane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 1 million d'euros, il y en a pour 100 000 euros de droits de douane. Je chiffre tout, c'est important, c'est pour que vous vraiment vous réalisiez les conséquences financières derrière. Au 31 décembre de l'année dernière, on est bien d'accord, la voiture, elle pouvait rentrer, on payait 0 de droits de douane. Hein. La voiture, aujourd'hui, elle arrive pour une importation dans l'Union européenne, c'est 100 000 euros de droits de douane sur l'importation du véhicule. 10% de la valeur d'1 million d'euros. D'accord? Donc, concrètement, très concrètement, il y a des admissions temporaires qui existent et qui permettent finalement une admission temporaire pour exposition. Donc, une importation temporaire du véhicule, de la voiture, voilà, elle est exposée pendant un temps sur le territoire de l'Union européenne et ensuite, elle sera réexportée, elle retournera au Royaume-Uni. D'accord? Donc, typiquement, là, on se retrouve dans un cas où le régime d'admission temporaire va nous éviter d'avoir à payer 10% de la valeur du véhicule en droit de douane lors de l'importation. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant. Il faut savoir que finalement, vous avez une sorte de boîte à outils douanière. L'administration douanière est capable de vous accompagner avec les PAE, mais également le cabinet d'avocats FIDAL. Moi, j'accompagne mes clients sur la mise en place de ce type de régime économique qui permettent effectivement d'optimiser finalement vos flux internationaux et d'éviter d'avoir à payer, trop payer lors du passage en douane, que ce soit en droit de douane ou en TVA. D'accord? Il existe également des perfectionnements actifs, passifs, etc. Je ne vais pas m'étendre parce que c'est un ensemble d'outils qui peuvent être utilisés par les professionnels du secteur qui aujourd'hui, pour les entreprises qui font uniquement des flux avec le Royaume-Uni, elles ne connaissent pas forcément ce type d'outils. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire de la pédagogie et d'expliquer leur fonctionnement. Voilà. Donc, pour résumer sur les différents éléments que j'ai relevés, le défi du Brexit pour les entreprises, aujourd'hui, c'est un défi douanier, d'accord? En partie douanier, et qui se traduit de manière très opérationnelle pour les équipes, d'accord? Concrètement, pour les équipes, même si le sujet est très juridique, hein, vous l'avez bien compris, il y a des sources avec des accords, avec ces éléments-là. Pour autant, les conséquences, en fait, elles sont vraiment concrètes. Ça va aller finalement de simples mentions sur facture. Ça va aller sur le choix du bon RDE, du bon représentant en douane, du bon partenaire qui va collecter les impôts. Vous avez bien compris qu'à l'import, vous devez payer. À l'export, l'enjeu, il est fiscal. Vous devez justifier votre vente hors taxe. Donc, du coup, dans les deux cas, que ce soit à l'import ou à l'export, l'enjeu, il est important. D'accord? On répète, à l'export, vous deviez justifier votre vente hors taxe avec la déclaration en douane à l'exportation. Et à l'import, vous devez payer droits de douane et TVA, éventuellement à chaque fois. Donc, il y a des éléments qui rentrent en compte, tels que le choix de l'incoterm. L'incoterm, ça va être des règles internationales qui répartissent finalement le rôle du vendeur et de l'acheteur. Qui paye jusqu'où? Et ça permet également de déterminer le lieu de transfert de risque. Donc, le lieu de transfert de coûts et le lieu de transfert de risque dans les flux internationaux. Donc, aujourd'hui, typiquement, le cabinet d'avocats FIDAL intervient dans le cadre de renégociation entre entre fournisseurs et acheteurs, entre vendeurs et clients. On va intervenir et on va accompagner les entreprises pour déterminer le bon incoterm qui va correspondre à la stratégie de la société. Voilà. Ça a déjà été évoqué par l'administration, mais tout simplement pour finir, globalement, il y a une bonne préparation vraiment des entreprises en France. Voilà, c'est quelque chose qui est à saluer. Ça fait maintenant, le référendum, il date de 2016. On a eu beaucoup peur parce que finalement, à force de crier au loup,
Les gens avaient tendance à penser que ça n'allait jamais arriver, et c'est bien arrivé pour le coup. Et donc, effectivement, les entreprises sont quand même bien préparées, par opposition aux entreprises UK. Moi, aujourd'hui, j'ai des clients qui sont des deux côtés de la Manche. Très clairement, on n'est pas sur les mêmes degrés de préparation d'un côté et de l'autre de la frontière. L'objectif, très clairement, les conséquences, très clairement, on a des grands transporteurs nationaux qui ont carrément refusé et qui refusent toujours de livrer et d'organiser des tournées avec le Royaume-Uni. Les conséquences, elles vont jusque-là. Ce n'est pas, entre guillemets, de la faute en off des entreprises françaises, mais bien des clients. Et il y a bien des soucis au niveau de l'approvisionnement, très clairement. Beaucoup de clients viennent vers moi et rencontrent des difficultés pour s'approvisionner du fait du manque de préparation côté UK. Voilà. Donc aujourd'hui, ça devient difficile. Le marché, il est quand même assez tendu. Beaucoup de représentants en douane enregistrés refusent des clients, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils ne sont pas forcément suffisamment équipés, staffés en termes de personnel pour pouvoir répondre à la demande. Et donc, du coup, aujourd'hui, beaucoup de clients ont des difficultés à retrouver et à trouver en fait les bons représentants en douane. Donc, il ne faut pas hésiter. Nous, on a monté des partenariats avec des représentants en douane enregistrés qui ont toujours de la place, qui ont toujours des disponibilités. Et donc, du coup, il faut pas hésiter à faire appel à des professionnels du secteur. Moi, aujourd'hui, mon rôle au niveau du Brexit, ça fait maintenant 4-5 mois, je fais deux consultations par jour pour la gestion du Brexit pour les entreprises. Il est vraiment sur l'accompagnement, sur le conseil, sur également la formation des équipes, mais surtout, en fait, sur l'anticipation. Je reprends le maître mot qui a été cité sur la conclusion de l'administration tout à l'heure. L'enjeu, il est bien d'anticiper les formalités douanières et de vérifier que vous êtes bien dans les clous. Voilà. C'est vraiment ça qui va permettre de garantir le bon passage en douane et le bon paiement des droits de douane et de la TVA. Voilà. Donc, pour finir, effectivement, avec le titre, la Manche n'est pas imperméable, mais à condition, effectivement, d'être anticipé et d'être accompagné des bons partenaires. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Très bien, merci beaucoup pour cette analyse. On va poursuivre cette analyse pratique avec des experts à la fois du domaine terrestre, aérien et du domaine aussi maritime, à commencer par le transitaire Morvan-Fils en la personne de M. Orez et M. Plémevaux. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Bastien, merci Nicolas aussi de nous avoir invités pour témoigner lors de cet atelier sur les conséquences pratiques du Brexit sur notre activité. Donc, je vais vous faire une courte présentation en fait du Brexit et de ses conséquences pour notre activité. Et je laisserai ensuite la parole à Frédéric Plémevaux, qui est notre responsable douane, pour rentrer un petit peu plus dans les détails sur les enjeux pratiques du Brexit et en particulier ce que nous avons pu remarquer depuis le 1er janvier 2021. Donc aujourd'hui, le Brexit et ses conséquences sont au cœur de notre activité. Alors en quelques mots, en fait, Morvan-Fils, donc nous sommes une entreprise basée à Saint-Malo et notre cœur de métier, on va dire, ce sont plus les relations avec les îles anglo-normandes. Et les îles anglo-normandes, avant le 1er janvier 2021, avaient un statut un petit peu particulier puisqu'elles faisaient partie en fait du territoire douanier européen, mais elles étaient à l'extérieur du territoire fiscal européen. Donc elles avaient en quelque sorte déjà un petit peu fait leur Brexit, puisqu'il y avait des formalités douanières d'exportation quand une marchandise était vendue de la France vers les îles anglo-normandes. Donc il y avait ce côté formalité d'export. Et Morvan-Fils, en tant que représentant en douane, accompagnait donc les entreprises françaises qui exportaient vers les îles anglo-normandes dans l'accomplissement de ces formalités. Donc, nous sommes en fait nous avons, je dirais, une double casquette par rapport au sujet de ce soir, à la fois représentant en douane, mais également agent général de la compagnie maritime Condor Ferries, qui est une compagnie
qui a été créé par des gens de Guernesey depuis plus de 50 ans. Et nous gérons pour le compte de cette compagnie les escales à Saint-Malo des navires, ce qui représente en temps normal, c'est-à-dire hors période Covid, 550 escales par an à peu près et 430 000 passagers transportés, 74 000 véhicules. Et nous sommes aussi un tour opérateur spécialiste des îles anglo-normandes et nous vendons des séjours et des prestations à Jersey et Guernesey. Voilà, donc ça c'est pour notre activité passager. Au niveau des marchandises, donc nous sommes un opérateur en fait logistique qui organise l'acheminement de marchandises d'un peu partout en Europe et en France, en particulier vers les îles anglo-normandes et le Royaume-Uni, et en offrant en fait un service vraiment sur mesure qui intègre à la fois du transport d'approche pour enlever les marchandises et les acheminer jusqu'à Saint-Malo, ensuite les transporter en fait dans des remorques qui seront adaptées à la circulation sur les îles anglo-normandes, parce que j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent et sont déjà allés à Jersey et Guernesey, mais les routes sont très étroites et du coup il faut des équipements adaptés. Nous accompagnons également les entreprises dans le cadre de l'accomplissement de leurs formalités douanières, puisque nous sommes donc représentants douane, certifiés OEA, donc opérateurs économiques agréés. Et à ce titre, nous travaillons beaucoup donc avec la direction régionale des douanes, les services de Mme Buron-Fosse et de M. Bonafous, et en particulier au niveau du pôle d'action économique. Et nous organisons ensuite la livraison des marchandises à Jersey et Guernesey. Et donc, aujourd'hui, au niveau des marchandises, nous traitons en fait à peu près 20 000 tonnes de marchandises transportées chaque année entre les îles anglo-normandes et la France. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le Brexit pour nous avait déjà démarré avant le 1er janvier 2021, puisque toutes les formalités que nous faisions pour le compte des entreprises françaises qui exportaient vers Jersey et Guernesey étaient des formalités qui sont identiques à celles qui sont faites aujourd'hui pour des échanges de marchandises et des ventes de marchandises de la France vers le Royaume-Uni. Il y a eu tout de même des conséquences importantes sur notre activité au quotidien, puisque avec les îles anglo-normandes, il y a eu également des changements et des changements qui vont intervenir en fait progressivement, parce que le Royaume-Uni a décidé en fait d'étaler les différentes phases liées aux formalités et aux contrôles, et en particulier à partir du 1er avril prochain, il y aura par exemple des contrôles sanitaires qui seront mis en place et des contrôles phytosanitaires pour tous les produits d'origine animale qui vont être exportés vers le Royaume-Uni, et cela sera en place à compter du 1er avril 2021, alors que du côté Union européenne, ces contrôles ont été rétablis à compter du 1er janvier. Voilà, donc aujourd'hui, nous travaillons à la fois en tant que représentants en douane pour accompagner les entreprises dans l'accomplissement de leurs formalités pour leurs échanges avec le Royaume-Uni et les îles anglo-normandes, mais nous travaillons également comme représentants du transporteur en France, et à ce titre, donc nous nous chargeons de vérifier qu'un certain nombre de formalités sont effectuées. Donc voilà un peu pour vous présenter le décor et notre domaine d'intervention. Maintenant, je vais laisser Frédéric en fait poursuivre sur les conséquences pratiques du Brexit que nous avons constaté depuis le 1er janvier 2021. Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, pour prendre la suite, effectivement, on va retrouver des informations qui se recoupent par rapport à celles de la douane et au niveau fiscal, d'un point de vue pratique, et pour nous depuis 2 mois et 3 mois. Donc la mise en place des formalités des 2 côtés de la frontière, effectivement, depuis la sortie de
du Royaume-Uni, de l'Europe, a impliqué des formalités déclaratives douanières lors du passage à la frontière. Et ce qui est important à noter, c'est des formalités des deux côtés. Il faut bien avoir en tête qu'il y a une formalité de douane à la sortie du territoire douanier, et il y a aussi des formalités déclaratives à l'entrée d'un autre territoire douanier, ce que souvent les entreprises n'ont pas forcément en tête. Ils pensent à un côté qui est le leur, ils ne pensent pas forcément à l'autre côté de leurs clients. Le deuxième changement important lié au Brexit, c'est qu'il y a aussi maintenant des déclarations de sûreté-sécurité. Avant l'entrée des marchandises sur le territoire de l'Union européenne, donc la partie export est gérée directement par la déclaration de douane qui génère ce qu'on appelle un ECS, un Export Control System, qui est lié à la déclaration. Donc la sûreté-sécurité à l'export est liée à la déclaration de douane, tandis qu'à l'import, c'est vraiment décorrélé. Il y a une déclaration de douane d'importation ou un document de transit, et il y a également une déclaration de sûreté-sécurité à faire, alors qui est liée dans le Brexit, qui peut être notifiée directement, mais il y a quand même une déclaration d'entrée à faire en supplément de la déclaration de douane. Et enfin, éventuellement, en fonction du type de marchandise, il y a également des formalités de contrôle de produits sanitaires et phytosanitaires à l'entrée sur le territoire européen. Donc, comme le disait Xavier, c'est effectif depuis le 1er janvier côté européen. Ce sera échelonné au 1er avril et 1er juillet en fonction des types de produits végétaux, animaux pour le côté anglais. Concernant ces formalités phytosanitaires, elles ont une importance particulièrement importante en Bretagne, où l'industrie agroalimentaire représente un point important de l'activité économique. Donc, toutes ces formalités sont vraiment dématérialisées. Donc, c'est quand même un avantage par rapport à il y a maintenant quelques années où il n'y a plus de notion de visa, de version papier pour les documents de douane à faire viser par la douane. Donc, c'est vrai que c'est un gain, comme on expliquait auparavant, de temps très important, de cette dématérialisation électronique des documents. Malgré tout, au niveau documents sanitaires, il y a un contrôle en poste de contrôle à la frontière au premier point d'entrée de l'Union européenne, qui est obligatoire avant même toute formalité douanière. Donc il y a vraiment un contrôle vétérinaire en premier lieu, qui est vraiment important à noter du coup pour ces flux particuliers de marchandises phytosanitaires. Par contre, là aussi, effectivement, une fois qu'on a en quelque sorte le feu vert des services vétérinaires, les systèmes informatiques des services de l'agriculture et des services de la douane sont liés et nous permettent d'avoir des libérations automatiques et des validations automatiques des documents de douane une fois qu'on a le feu vert vétérinaire. Donc, là aussi, il y a un gain de temps qui a été mis en place et qui est non négligeable sur ces formalités particulières et qui sont importantes dans nos flux en Bretagne. Alors ensuite, on peut passer au slide suivant. Donc, le maître mot, comme il a été dit à plusieurs reprises, mais c'est rassurant qu'on ait tous le même, c'est vraiment l'anticipation. Il est nécessaire pour tous les acteurs concernés d'anticiper, que ce soit les exportateurs, importateurs, RDE, transporteurs, que tout le monde ait les informations à l'avance, avant les transports, pour pouvoir fluidifier ces flux de marchandises, et en lien avec les services de l'État, de la douane et les services vétérinaires. Et j'en profite du coup pour remercier aussi au passage le PAE de Rennes, qui effectivement est un soutien, comme tous les PAE, aux entreprises, mais qui est également une aide précieuse pour les transitaires que nous sommes, pour clarifier certains points réglementaires, et notamment dans les 1300 pages de l'accord. Donc les points principaux qu'on a pu noter, nous, depuis 2 mois, les points un peu compliqués pour les entreprises, c'est effectivement, il y a le côté formalité de douane, import-export, mais il y a aussi beaucoup de travail de pédagogie en fait, qu'on doit effectuer auprès des entreprises. Beaucoup s'étaient préparés. Malgré tout, on note qu'il y a quand même des points compliqués parce que les entreprises avaient les habitudes d'avoir l'impression, même pour certaines, de faire déjà de l'import-export, mais c'était un peu de l'import-export régional, vu que c'était libre circulation entre faire de la vente en Allemagne ou d'acheter en Italie. Là, ils se retrouvent à devoir faire de l'export vers un pays tiers. Et du coup, il y a des notions, comme on a déjà évoqué, mais du coup, qui sont vraiment primordiales au niveau de la documentation douane, qui sont la nomenclature douanière des produits vendus. Donc, beaucoup d'entreprises encore ne savent pas forcément où classer leurs produits. Un autre point très important, c'est la bonne application des règles et lieux d'Incoterm. Et enfin, les notions d'origine sur les marchandises, qui sont un point essentiel, comme expliqué précédemment par les cabinets d'avocats. Effectivement, pour la bonne application de l'accord, c'est vraiment les règles d'origine et les notions d'origine qui peuvent suspendre des droits de douane éventuels. Donc voilà un petit peu pour le tableau. Ça que contrairement à ce qui a peut-être été dit, je pense que côté européen, il y a encore des entreprises quand même qui ne sont pas très bien préparées, mais c'est vrai qu'il y a plus de soucis côté britannique. Mais il y a quand même un gros travail de pédagogie à faire nous concernant auprès de nombreuses entreprises qui, voilà,
c'était préparé plus ou moins, mais sans avoir vraiment conscience de toutes les implications de faire du commerce avec un pays tiers. Je laisserai Xavier poursuivre du coup pour la fin. Merci Frédéric. Oui. Donc juste pour conclure en fait sur ces conséquences du Brexit, comme le disait Frédéric, en fait, même si effectivement les entreprises en fait côté français s'étaient préparées et en particulier avaient participé aux nombreux ateliers organisés par la direction régionale des douanes, c'est vrai qu'on nous travaillons avec certaines entreprises qui, jusqu'ici, ne commerçaient qu'avec des pays de l'Union européenne et donc jusqu'au 31 décembre avec le Royaume-Uni et avec lesquels il a fallu passer énormément de temps, effectivement, pour les sensibiliser sur les incoterms, sur les mentions obligatoires à faire figurer sur les factures. Bref, donc il y a tout un travail qui doit continuer à être fait. Et puis, je dirais qu'il y a l'accompagnement des entreprises côté français, mais il y a aussi et surtout, et ça, plusieurs d'entre vous l'ont signalé depuis le début, il y a l'accompagnement des entreprises côté aussi anglais, parce que, comme je crois que c'est Mme Buronfos qui le disait en début d'intervention, il y a un degré d'impréparation effectivement au Royaume-Uni qui est bien plus important que du côté français. Donc aujourd'hui, il est compliqué pour certaines entreprises anglaises de trouver des représentants en douane. Il y a les formalités aussi du côté du Royaume-Uni, sont des formalités qui vont être qui sont échelonnées. En fait, tout ne rentre pas en vigueur au même moment. Donc, je crois qu'il y a un point important là-dessus. Je crois que côté français, il y a eu, et merci effectivement au PAE de nous avoir accompagnés, d'avoir accompagné les entreprises, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges qui ont pu avoir lieu et qui ont permis d'anticiper ces gros changements. Après, dans les conséquences, remarquez aussi, c'est pour certains trafics en particulier, les trafics pour lesquels les produits sont soumis à contrôle sanitaire et phytosanitaire, il y a un risque d'allongement des temps de transport, même si les systèmes informatiques qui vous ont été présentés, en particulier la frontière intelligente, le SI-Brexit, permettent d'effectuer les formalités de façon anticipée. Mais ce risque, malgré tout, subsiste. Et puis, ce qu'on a remarqué, effectivement, et ce que certains d'entre vous ont déjà noté, c'est l'incidence des formalités déclaratives des deux côtés de la frontière sur le coût des marchandises et le fait que ce surcoût allait avoir aussi des conséquences sur la massification des volumes. C'est vrai que jusqu'ici, et nous le voyons dans les trafics avec les îles anglo-normandes, par exemple, à l'import, ce sont surtout des produits de la mer qui sont importés à Saint-Malo depuis les îles anglo-normandes. Les pêcheurs importaient un certain nombre de bacs. Aujourd'hui, à partir du moment où c'est une formalité douanière à l'export et une à l'import par bac, en fait, ils vont avoir tendance forcément à massifier dans la mesure du possible leur volume, de manière à n'avoir que deux formalités à répercuter sur la totalité de leur cargaison. Voilà. Et puis après, le point aussi concernant les conséquences, ce sont certains flux logistiques qui ont évolué et en particulier en fait les volumes qui ont aujourd'hui, qui se sont reportés en fait sur des liaisons directes entre l'Irlande et la France, alors que jusqu'ici, je crois qu'il y avait 150 000 camions annuellement qui passaient par le fameux Land Bridge, donc au Royaume-Uni, mais qui concernaient des échanges de marchandises entre l'Irlande et la France. Donc voilà, ce sont les conséquences que nous avons pu observer, nous, depuis l'entrée en vigueur du Brexit, il y a plus de 2 mois maintenant. Très bien. Merci à tous. Merci pour votre intervention. Nous allons maintenant laisser la parole à Madame Isabelle Péan-Météro de l'aéroport de Rennes pour nous livrer son analyse.
Bonsoir, merci aux étudiants du magistère et à Nicolas pour son invitation. Donc, j'ai des petits problèmes avec la présentation du coup que j'ai adressée à Bastien. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'appuyer dessus, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites extrêmement intéressantes. Brièvement, l'aéroport de Rennes, pour que vous puissiez comprendre le lien avec le Brexit et le caractère également juridique. Donc, l'aéroport de Rennes était, avant la période Covid, le 9e aéroport au niveau fret avionné, hors Roissy-Orly, avec trois opérateurs, trois activités majeures en lien avec la douane, le fret express, avec les opérateurs qu'on appelle les intégrateurs, qui opèrent sous leur propre entité d'un point à l'autre de la chaîne logistique. Donc UPS, FedEx, Chronopost. Donc ce sont des opérateurs de fret aérien qui ont une activité, on va dire, à caractère international et qui intègrent la douane. La deuxième activité est l'activité de fret camionné, puisqu'il faut savoir que 60% du fret voyage dans les soutes des avions au niveau mondial, à peu près. Et donc, le fret en France remonte des différents aéroports sur la plateforme de Roissy via une navette camionnée sous douane et prend les vols internationaux au départ de Roissy. Donc, avec des avions General Cargo principalement. Donc là, la chaîne logistique part depuis Rennes sous douane et via un RDE également, et à Roissy monte dans des avions des compagnies aériennes au niveau international pour aller au point de destination. Donc c'est assez centralisé. On n'a pas comme en Allemagne des aéroports à plus de 100 000 tonnes par land. On est assez centralisé sur Roissy. Aujourd'hui, donc, cette deuxième activité est très importante pour des entreprises françaises. Et je vous parlerai après pour chacun de ces activités de la partie douane. La troisième activité que nous avons, c'est la partie charter. Nous répondons à des demandes d'entreprises de la région bretonne pour opérer sur des charters ponctuels au niveau européen et au niveau international. Donc, nous avons notamment des entreprises des secteurs automobiles, secteurs sensibles, etc., qui ont une activité internationale. Alors, le Brexit et la douane par rapport à tout ça. L'aéroport de Rennes est un aéroport qui a une connotation donc internationale, puisqu'il est le premier point d'entrée quand un avion se pose au niveau international hors CEE. On a donc des accords avec la douane, où on a passé au niveau juridique, on a des accords avec des conventions. Donc ça, c'est ce qui nous lie à la partie douane. On fait de la notification, par exemple, pour la navette camionnée de fret sous douane. Et on est aussi le représentant si on a, par exemple, un charter qui arrive en dehors de la communauté européenne et qui arrive sur l'aéroport de Rennes. On est aussi le garant vis-à-vis des douanes de la bonne réception et notification de l'activité du premier point d'entrée sur le territoire européen. Alors, le Brexit aujourd'hui, pour les opérateurs de fret express, par exemple, l'impact, il a été qu'au début de l'année, et encore maintenant, ils se sont retrouvés avec entre 10 et 15 000 colis jour bloqués dans leur entrepôt. Pourquoi? En provenance d'Angleterre. Pourquoi? Parce que les entreprises qui avaient importé et non plus introduit, avant que ça soit donc le Schengen, hors Schengen, n'avaient pas déclaré d'OURI, n'avaient pas de nomenclature, n'avaient pas de structure pour accepter des colis. Donc, en fait, les opérateurs de fret express se sont retrouvés avec énormément de colis d'Angleterre bloqués dans leurs entrepôts du fait de la non-préparation, ce qui a été abordé par toutes les personnes qui sont intervenues avant moi, par un manque de préparation et un manque de connaissances, malgré le gros travail fait par le PAE auprès des entreprises. Donc ça a été une des conséquences pour les opérateurs express, le stockage de colis bloqués dans leur entrepôt en provenance d'Angleterre pour la France. Au niveau de la navette camionnée, je dirais qu'on n'a pas eu d'impact particulier parce que l'activité de l'aéroport de Rennes, il est extra-communautaire. Donc, pour les entreprises qui travaillent à l'international,
le fait que l'Angleterre soit devenue un pays tiers n'a pas, entre guillemets, changé grand-chose, puisque pour eux, c'est devenu un pays supplémentaire qu'il fallait rentrer dans leur corde. Donc, on n'a pas eu un impact important à ce niveau-là. Par contre, au niveau des charters, on s'est aperçu, moi je m'attendais à partir du 1er janvier à ce que nous ayons un certain nombre de charters de pièces détachées automobiles, par exemple, car nous avions une activité de par la présence de PSA, mais également d'autres fournisseurs de premier rang, du fret qui arrivait d'Angleterre, alors principalement par voie de surface, mais là qui arrivait par voie aérienne. Et on n'a pas eu ces charters-là. On s'est aperçu en discutant avec des opérateurs que certains se sont tournés vers des fournisseurs de la communauté européenne, ont en fait modifié leur flux de marchandises, sont passés vers des fournisseurs où le transport était plus simple, puisqu'ils n'avaient plus à gérer le fait que le fret arrive d'Angleterre et soit à déclarer. Donc nous, l'impact Brexit, en tant qu'aéroport de Rennes, on ne l'a pas subi directement. Mais on a vu nos clients, les opérateurs, le subir. Aujourd'hui, au niveau de l'aéroport en lui-même, par rapport à ce qui nous relie au niveau juridique, je dirais que nous avons des conventions passées avec les douanes de notification et qui n'ont, entre guillemets, pas de lien direct avec le Brexit. Ce sont, là, c'est plus sur l'aspect juridique, je m'adresse aux étudiants. Et l'aspect juridique sur un aéroport se situe au niveau des contrats d'assistance avion, où là, on fait appel au service juridique de groupe pour analyser nos contrats et voir s'ils rentrent dans le cadre. Voilà, donc l'impact Brexit n'a pas été, comment dirais-je, aussi marquant que je l'aurais pensé, parce qu'on avait une activité qui était extra-communautaire. Mais on a eu quand même quelques entreprises qui nous ont appelés en janvier pour nous dire en catastrophe, j'ai du poisson, voilà, il faut que ça arrive à Rennes, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et là, on a tenté de leur expliquer qu'effectivement, pour tout ce qui était à niveau vivant ou phytosanitaire, comme ça a été expliqué précédemment, il était déjà nécessaire d'avoir un point d'entrée au niveau phytosanitaire. Et la Rennes n'est pas habilitée de ce point de vue-là. Le point d'entrée phytosanitaire, c'est effectivement Saint-Malo. Nous avons réorienté ces entreprises, vers leur RDE qualifié. Effectivement, ça a été abordé également, c'est très important en termes de conseils, et vers la douane. Et ces opérateurs se sont trouvés avec de la marchandise perdue, abîmés, et sont retournés vers un mode opératoire camion, entre guillemets. Mais ça nous a, comment dirais-je, interpellés sur effectivement les problèmes de préparation, d'anticipation de certaines entreprises, ce qui a été effectivement abordé aussi par pas mal de personnes qui sont intervenues avant moi. Voilà, donc nous, c'est un petit peu à part notre approche. Alors, je m'excuse pour la présentation parce que notre présentation 2021 n'a absolument pas pu passer. Elle était très différente. Bon, je remercie Bastien d'avoir pu passer celle de 2020, mais qui n'est pas à jour. Voilà un petit peu le point de vue de l'aéroport qui est un petit peu différent de la partie très technique qui a été abordée aujourd'hui par la douane et puis par du coup Xavier et Frédéric également, et Fidal. Voilà un petit peu près. Merci beaucoup pour votre intervention et nous allons conclure avec Madame Corinne Windner, directrice juridique du groupe Brittany Ferries et marraine de la promotion du magistère juriste d'affaires franco-britannique cette année. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Un petit clin d'œil à mes filleuls. Voilà, donc Brittany Ferries, donc opérateur maritime, transporteur de passagers et de fret au départ de ports bretons et français à destination de l'Angleterre.
à destination d'Irlande et nous avons également des lignes entre le Royaume-Uni et l'Espagne. Nous sommes alors, c'est vrai que le Brexit, on s'est essentiellement concentré sur, et on a vraiment essayé de faire un peu de lobbying pour maintenir la fluidité du trafic fret et surtout éviter les engorgements dans les ports le jour J, le jour où le Brexit allait entrer en œuvre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la date du Brexit, finalement, elle a été reportée plusieurs fois. Dans un sens, ça nous a bien aidés parce qu'on avait beau travailler d'ailleurs énormément avec les services des douanes, que ce soit au niveau national ou régional avec le PAE. Malgré tout, c'était une course contre la montre et je pense qu'on était un petit peu mieux préparés le 1er janvier 2021 que si le Brexit était intervenu plus tôt. Alors, quand je dis qu'on a beaucoup travaillé avec les douanes et avec les opérateurs portuaires, parce que finalement, notre objectif étant de maintenir la fluidité du trafic, il y avait, notre avis, deux cas à gérer, c'est-à-dire réorganiser les flux dans les ports, de telle sorte à pouvoir orienter les camions qui arrivaient, par exemple, dans les ports français, vers des lignes vertes ou des lignes oranges, selon que le camion allait être contrôlé ou pas. Et puis, donc ça, c'était un peu difficile parce qu'il y a chaque port est différent. Et on a des ports où il n'y a pas beaucoup d'espace. Je prends l'exemple du port de Saint-Malo, qui le port est vraiment dans la ville. Et réorganiser les flux, ça a été tout un travail. Les douanes ont également dû trouver des espaces pour prévoir des CIVEP. Ça aussi, ça a été quelquefois un challenge de trouver un espace CIVEP à proximité du port. Et puis, et là, ça a été aussi, il a fallu travailler très très vite, puisque les services douaniers ont proposé ce système de SI Brexit, qui était une bénédiction hein, pour l'ensemble que ce soit les opérateurs maritimes ou les clients, nos clients, hein, qui sont des transporteurs, mais il a quand même fallu créer les interfaces entre le système des douanes et les nôtres. Donc tout ça, ça a pris du temps. Il y a eu une excellente collaboration entre les services, énormément de travail. Et puis, nous avions quand même une petite hantise, c'est que le jour J, c'est-à-dire que le jour où on devrait de manière massive rentrer les données dans les systèmes, que le système ne s'effondre au moment fatidique. Donc, il a été organisé aussi dans les ports des marches à blanc. Il y en a eu, sauf erreur de ma part, pour les ports bretons et normands, au départ desquels nous opérons, il y a eu 2 lots de marches à blanc qui se sont bien passés et qui ont justement permis, se passaient bien globalement, mais qui ont permis quand même d'ajuster certains défauts. Donc ça a été beaucoup de travail. Le vécu opérationnel depuis le 1er janvier 2021, alors juste pour vous donner un petit peu de chiffres, Brittany Ferries, nous transportons dans une année normale, c'est-à-dire une année non Covid, de l'ordre de 200 000 camions par an et 150 à 160 000 sur le transmanche. Il y a eu beaucoup de surstockage des Anglais avant le Brexit, justement sans doute par redouter un petit peu peut-être les blocages dans les ports. Et on a vu que depuis le 1er janvier, en fait, l'activité fret est réduite. Donc, dans un sens, bon, en tant qu'opérateur, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais dans un sens, ça a quand même facilité les choses, que ce soit pour les douanes, je pense, ou, enfin, je m'avance peut-être, mais au moins pour les opérateurs, ça a vraiment facilité les choses parce que c'était le 1er janvier, là, on a quand même essuyé les plâtres.
Et c'était le cas également pour les clients. Je confirme des choses qui ont déjà été dites pendant ce webinaire, c'est-à-dire que côté français, on est relativement bien préparé. Quand je dis on, c'est-à-dire la communauté logistique, que ce soit dans les ports, les douanes, les déclarants en douane, les clients. On voit que nos gros clients fret, ils sont prêts, ils ont les moyens, ils sont informés, ou ils se sont tenus informés, ils ont adapté leur système informatique, etc. Ils sont prêts. En revanche, pour des clients plus petits, ça reste compliqué. Côté anglais, en revanche, je confirme également que le degré d'impréparation est assez fort. On a beaucoup redouté avant le 1er janvier un afflux dans les ports. Donc, si je prends l'exemple de Portsmouth, qui dessert, on a des lignes au départ de Portsmouth vers Saint-Malo, Portsmouth vers Cherbourg, Portsmouth vers Caen, Portsmouth vers Le Havre. Donc, c'est vraiment notre hub. En fait, des grands espaces parking ont été installés pas loin de l'autoroute, en amont du… Attends, une petite seconde, j'ai mon téléphone qui sonne. En amont du port, pour s'assurer du fait que les camions n'arrivent pas dans le port avec des déclarations qui n'étaient pas correctes ou en l'absence de déclaration. Parce que ça aussi, c'est arrivé, ça arrive toujours un peu, mais au fil depuis 2 mois, là, les choses s'améliorent. Quoi dire d'autre? Alors, en tant qu'opérateur maritime, ce que nous avons fait, c'est que nous avons conclu des contrats en fait avec des RDE, de telle sorte à ce qu'ils donnent mandat à Brittany Ferries pour être commis en douane en fait. Et ce sont des personnes, des salariés de Brittany Ferries qui ont été donc formés. On a fait un peu appel au volontariat parce que c'est un métier tout à fait différent de ce que fait en général notre personnel d'escale. Et donc, on a formé ces gens-là pour qu'ils accompagnent en fait les camions, les chauffeurs qui se trouvent dans les files dites orange, où on sait que la plupart vont aller vers un CIVEP pour un contrôle. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que on a de moins en moins quand même de déclarations incorrectes. En revanche, comment dire les choses, au début, c'est vrai que les premiers camions qui sont passés où les papiers n'étaient pas corrects, etc., ou alors il y avait un défaut de cohérence entre l'étiquetage et les déclarations. Là, il y a eu beaucoup d'énergie développée à la fois par les services douaniers et l'opérateur maritime pour essayer d'aider le client et faire en sorte qu'il puisse aller. Bon, ça arrive de moins en moins. On va voir ce que ça donne au 1er avril quand dans l'autre sens, France-UK, les contrôles vont s'accentuer côté UK. Ce que ça a impliqué aussi, c'est que, en fait, j'ai le sentiment que chez l'opérateur maritime, nous, on n'est pas un spécialiste de la douane du tout, mais j'ai l'impression que les équipes en général ont beaucoup appris en matière douanière. Ne serait-ce que nos commerciaux fret, c'est-à-dire nos commerciaux qui vont voir les clients fret, parce que même si il y avait des réunions organisées par les douanes pour expliquer ce que chaque client allait devoir faire, finalement, ce sont beaucoup nos commerciaux fret qui ont aussi fait de la pédagogie vis-à-vis des clients. Ce qu'on constate également, c'est qu'il y a un manque de déclarants en douane. C'est plus particulièrement vrai côté anglais. On a un petit peu de crainte sur le 1er avril. On a aussi été confrontés, alors ça a beau être le code de l'Union douanière, le code de l'Union, on va dire, pas des interprétations, mais
comme on a des lignes qui vont vers l'Espagne, je dirais que c'est un peu plus compliqué en Espagne que ça ne l'est en France. Ils n'ont pas de SI Brexit. On a essayé de les inciter à copier la France, mais ça n'a pas marché. Et là, en fait, la plupart des formalités en fait, sont faites évidemment en amont. Et ensuite, le travail est fait par des agents portuaires, en fait, que ce soit à Bilbao ou à Santander, qui sont les ports où opèrent nos navires. Quoi dire d'autre? J'avais pris quelques notes pour ne rien oublier. Oui, le Brexit a favorisé aussi le fait de bypasser en fait l'île anglaise, hein, c'est-à-dire que les opérateurs se sont positionnés ou ont positionné des navires pour créer le lien direct entre l'Irlande et le continent, et la France en particulier. Nous-mêmes, nous avons anticipé, nous devions ouvrir une ligne Cherbourg-Rosslare au mois d'avril. Finalement, nous l'avons anticipé puisqu'il y avait de la demande. On a également un navire qui tourne au départ des ports de Saint-Malo et de Roscoff vers l'Irlande. En revanche, là, c'est un peu plus de mal à démarrer. Et puis, on a une ligne qui opère entre les ports du sud de l'Irlande et l'Espagne. Ligne que nous avions ouverte il y a à peu près 3 ans, dans la perspective du Brexit, qui a eu énormément de mal à devenir une habitude pour les clients. On avait des chargements qui culminaient à 20, 30 ou 40 camions par traversée. Et on voit là, depuis le 1er janvier, que le bateau qui opère sur cette ligne fait des chargements de 60-70 camions en moyenne. Donc, on voit que ça y est, la ligne, elle est créée. Et une fois que les clients ont pris leurs habitudes, ça va continuer. Il y a d'autres petites choses à côté. Alors, ça paraît rien, mais nous transportons beaucoup d'animaux de compagnie. C'est-à-dire que beaucoup d'Anglais, notre clientèle est à 80% composée de Britanniques qui viennent passer leurs vacances en France ou vont en Espagne. Et ils aiment bien emporter avec eux leur chien ou leur chat. Et le Brexit ne facilite pas les choses. C'est-à-dire que côté français, nous avions une délégation des autorités pour procéder à tous les contrôles. Côté anglais, on a fini par l'avoir, mais ça a été vraiment au dernier moment. Et puis, il y a également des contrôles à faire quand les animaux de compagnie arrivent sur le territoire de l'Union pour s'assurer que tous les documents en fait sont corrects. Donc, toutes ces petites choses ajoutées font que néanmoins, malgré tout, on l'a dit, voilà, il y a des formalités obligatoires, il y a des contrôles aléatoires, mais quand on ajoute tout ça, il y a quand même un peu de temps, il y a plus de temps passé dans les ports à l'arrivée, et probablement au départ, quand les Anglais vont vraiment mettre en œuvre leur contrôle. Donc, on reste sur quelque chose qui est relativement fluide. On va voir quand les volumes vont monter en puissance, ce que ça donne dans les ports. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Je ne sais pas si les participants ont des questions, qu'ils n'hésitent pas en tout cas à le poser dans le chat. Je voulais remercier la direction régionale des douanes qui répond très précisément aux différentes questions. Merci beaucoup. Et puis merci aux intervenants pour leur intervention. Je pense que ça a permis d'avoir vraiment un point de vue très complet, enrichissant et global, parce que les douanes avec le Brexit, c'est tout de même un sujet crucial. Merci également donc, aux participants d'être venus, d'avoir assisté à la conférence. Et donc pour la prochaine conférence avec le magistère juriste d'affaires franco-britannique et le WTC, on vous donne rendez-vous donc le 21 avril pour la dernière conférence du cycle qui, elle, portera donc sur les normes, à la fois sur les produits alimentaires et non alimentaires.
Et donc pour cela, n'hésitez pas à suivre le magistère sur les réseaux sociaux, mais également le site du WTC qui publiera dans son agenda l'événement et le lien pour l'inscription. Donc n'hésitez pas si certains ont des questions à les poser et merci de nouveau aux différents intervenants. Merci beaucoup.